Donc je vais vous parler d'olivier, d'huile d'olive, qui est un peu ma passion et qui est l'objet de recherches que nous faisons depuis 20 ans au laboratoire sur ce sujet-là, et je vous en parlerai un petit peu vers la fin. Alors, voyage en oléalogie, un voyage, on sait quand on démarre, on ne sait pas quand on arrive. Donc je vais essayer quand même d'aller assez vite, puisque je crois qu'on m'a dit que le temps était un peu limité. Et oléalogie, c'est un terme que j'ai inventé, puisque généralement on parle d'oléologie, c'est-à-dire la science de l'huile, et notamment de l'huile d'olive. Et oléa, c'est en fait, je l'ai francisé, oléa, c'est les oléacées, et l'olivier est un oléacé. Et donc oléalogie, cela, à mon sens, recouvre beaucoup de choses sur l'olivier, sur toutes les disciplines qui touchent à l'olivier. Alors, Oleum primum arborum est, c'est une... alors, je vais prendre ça. Voilà. C'est lorsqu'il y a eu le déluge, le premier animal, c'était un oiseau qui était une colombe, c'est la légende, est revenu vers Noé avec une branche d'olivier dans le bec. Et parce que c'était le premier arbre qui a surgi des flots après le déluge. Donc c'est pour ça que Oleum primum arborum est, ce n'est pas le premier des arbres, mais c'est le premier qui est apparu après le déluge. Alors, le plan que je vais suivre est celui-ci, et il apparaîtra en bandeau en haut, de façon à ce que vous puissiez suivre, et on va un petit peu décliner tout ce qui est ici et que vous allez retrouver là-haut. Un bel olivier, un Roquebrune Cap-Martin, qui est certainement millénaire, qui est probablement un des plus vieux oliviers de France. Alors, de l'olivier dans le monde à l'olivier en France, les origines de l'olivier. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, qui sont dites, savoir que l'olivier viendrait du Moyen-Orient. De ce que l'on sait à l'heure actuelle, mais ça peut changer, l'olivier, il est venu de la Corne de l'Afrique et il s'est diffusé vers la Méditerranée il y a à peu près moins 20, moins 10 millions d'années. Il y a eu une période glaciaire qui a fait que les oliviers qui étaient autour d'ici, qui étaient des oléastres, ce n'est pas des oliviers cultivés, beaucoup sont morts. Et donc, il y a eu des zones refuges qui étaient tout autour de la Méditerranée. Il y a 5500 ans, l'olivier était domestiqué. Les peuples qui étaient ici étaient des peuples qui maîtrisaient bien la culture de l'olivier, qui ont commencé à le domestiquer. Et la domestication, c'est de passer de l'oléastre à l'olivier cultivé et à créer les variétés que nous connaissons à l'heure actuelle. À partir de ces oliviers qui ont été domestiqués, eh bien, les migrations des peuples ont fait qu'il y a eu une diffusion des variétés. Et ces variétés, dans tout le bassin méditerranéen, eh bien, cette domestication et le croisement avec des oléastres a donné ce que nous connaissons à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, il y a à peu près en France 200 variétés différentes. Et il y en a dans le monde à peu près 2000 qui sont recensées. Donc voilà l'histoire de l'olivier. Alors où pousse l'olivier? L'olivier, il pousse essentiellement entre le 25e et le 45e degré de latitude nord et de latitude sud. C'est-à-dire qu'on va trouver bien sûr des oliviers dans le bassin méditerranéen, mais on va trouver des oliviers aux États-Unis, en Californie, en Floride notamment. On va en trouver au Japon. Il y a eu quelques jours, il y avait eu une très belle émission sur des oliviers dans une île qui était au Japon. Ben, il y en a ici dans toute cette partie-là. Et puis du côté sud, eh bien, nous avons des oliviers en Argentine, qui commence à être un producteur assez important, au niveau d'Afrique du Sud et au niveau de l'Australie. Bien sûr, il y a des plantations d'oliviers assez anecdotiques ailleurs, mais ce sont essentiellement dans cette portion-là que les oliviers, on va trouver des oliviers. Alors l'olivier ne peut pas pousser partout parce qu'il y a 3 limites. La première limite, c'est le froid. Alors c'est le trait qui est en gras, qui se trouve ici. Il y a une deuxième limite qui est l'humidité.
C'est un arbre qui n'aime pas trop avoir les pieds dans l'eau. Il aime bien avoir de l'eau, mais pas les pieds dans l'eau. Et puis, il y a la sécheresse. Alors, ça détermine ces intersections, ces trois intersections, déterminent la partie qui est hachurée. Donc, vous avez ici les régions de la Méditerranée où il pousse de l'olivier. Vous voyez que, par exemple, ici, il n'y en a pas, hein, parce que c'est trop sec. Qu'au niveau de l'Espagne, ici, ou du Portugal, eh bien, il n'y a pas d'olivier. Il n'y a pas d'olivier au niveau de chez nous, au niveau de Montélimar. Une belle photo de Luc. La Luc, généralement, on ne la voit pas comme ça, elle est verte. Hein, là, elle a changé de couleur. C'est une olive qui pousse dans l'Hérault et qui est la meilleure olive verte de France. Bon, là, elle est mûre, elle n'est pas verte, mais c'est une très belle olive. Alors, voyons un petit peu des éléments de botanique. Donc, l'olivier, il appartient à la famille des Oléacées, d'où le terme d'oléalogie, comme le jasmin, le lilas, le frêne, le troène. Il appartient au genre Oléa. Alors, si on regarde les classifications données par les botaniques, vous avez ici la famille des Oléacées, le genre Oléa. Dans le genre Oléa, il y a le sous-genre Oléa. Et dans ce sous-genre Oléa, il y a la section Oléa. Et on arrive à Oléa européa. Donc l'olivier, c'est Oléa européa. Mais il faut voir les sous-espèces. Et au niveau des sous-espèces, vous avez ici la sous-espèce européa, c'est celle du pourtour méditerranéen. Mais vous allez trouver dans le massif saharien la sous-espèce la Périnei, c'est Rasiformis, etc., etc. La seule qui nous intéresse, c'est celle-ci, celle qui vient ici. Donc ce que vous avez essentiellement en Méditerranée, et on va voir que ce n'est pas tout à fait juste, eh bien c'est Olera europea, sous-espèce européa. Bon, une petite anecdote, je trouve que c'est un peu dommage qu'on l'ait appelé européa et qu'on ne l'ait pas appelé, je ne sais pas ce qui s'est passé, et qu'on ne l'ait pas appelé Méditerranéa, mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc voilà ce qu'on trouve, Olea européa, sous-espèce européa, qui regroupe trois formes. La première forme, c'est la forme sauvage qu'on appelle oléastre. Bon, en France métropolitaine, continentale, il n'y a plus d'oléastre. Hein. On en trouve encore quelques-uns en Corse, mais il n'y a plus d'oléastre recensé à ma connaissance. Après, il y a une autre forme, qui est une forme spontanée, je vais un petit peu en parler, c'est l'olivier féral. Et puis, il y a l'olivier cultivé, celui que nous ont légué de ceux qui nous ont précédés, qui ont sélectionné des variétés, et donc on obtient des variétés. Et les variétés, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait à peu près 200 en France, 2000 dans le monde, eh bien elles se différencient par des caractères différents, morphologiques. Je vais vous en donner des exemples, agronomiques, chimiques, donc c'est ce qui m'intéresse, moi, et la datation des territoires spécifiques, c'est-à-dire qu'une variété donnée, si je prends par exemple la variété tanche, qui est celle qui est la variété qu'on trouve dans le Nioncé, si vous la mettez, moi j'en ai un chez moi à Marseille, si vous la mettez ici, ben c'est un olivier qui donnera quasiment rien, parce qu'il n'est pas dans son milieu, il n'est pas dans son terroir. Alors, voilà ce que pourrait être, je ne pense pas que ce soit un oléastre, voilà ce que pourrait être un oléastre. C'est un olivier qui est très buissonnant, qui a ici, ce n'est pas des épines, c'est des petites branches qui sèchent. On a l'impression que c'est des épines, mais ce ne sont pas des épines. Et vous avez à côté un olivier cultivé. Hein. Donc l'oléastre, c'est ça. Je ne pense pas que ça soit un oléastre, mais, parce qu'il faut faire l'ADN. Hein, et ça, c'est un olivier cultivé. Donc vous voyez la différence de morphologie. Alors, parlons un petit peu de l'olivier féral. Hein, je vous ai dit, il y a l'oléastre, le féral. Et l'olivier féral, c'est un olivier qui va pousser, qui va germer sans intervention de l'homme. Donc, très généralement, quand vous vous baladez dans la colline, de temps en temps, vous voyez des oliviers. Et si vous regardez bien, notamment auprès des arbres, là, c'était un pin, je sais, j'ai pris dans la vallée des Baux cette photo. Et donc ça, c'est un oléastre, c'est un noyau qui a germé
après avoir été digérés par un oiseau. Si vous ramassez des noyaux d'olive, que vous essayez de les faire germer, c'est très difficile. Il faut généralement les traiter à la soude, il faut faire des traitements. Le fait qu'il y ait eu un tractus à l'intérieur par l'oiseau a fait qu'il y a eu un décapage et ça leur permet, dans un certain nombre de cas, de germer. Alors cet arbre-là, c'est un olivier qu'on appelle féral parce que l'homme n'est pas intervenu. Et ces caractéristiques sont les caractéristiques du père et de la mère. C'est-à-dire que c'est un olivier différent de l'olive dans lequel il a été issu. Puisque dans l'amande de l'olive, vous avez le patrimoine génétique du père et de la mère. Donc, qu'ont fait les anciens, et ça se fait encore à l'heure actuelle, pour ceux qui s'intéressent beaucoup à la chose, c'est qu'on va prendre cet arbre-là, on va le mettre dans de bonnes conditions, on va le faire pousser, et puis on va voir s'il a des caractéristiques intéressantes. Savoir résister à la sécheresse, résister aux maladies, avoir des olives de qualité, avoir de l'huile de qualité. Et si cet arbre-là, qu'on appelle une tête de clone, si cet arbre ici est intéressant, on va le multiplier par du boutirage et on va créer une variété. À l'heure actuelle, j'ai un de mes amis qui a créé une variété en sélectionnant, c'est un spécialiste, qui en sélectionnant des arbres comme ça, spontanés, férots, qu'il a recueillis. Alors, pourquoi j'insiste beaucoup sur le problème des variétés? J'insiste beaucoup parce que la variété, elle est essentielle pour savoir ce que l'on va planter et où on va le planter. Ça va être extrêmement important parce que toutes les variétés ne sont pas identiques. Certaines vont donner des olives de table, d'autres vont donner des olives à huile, d'autres vont donner, on va pouvoir faire les deux. Certaines olives vont donner de l'huile de mauvaise qualité. Quel que soit ce que vous pouvez faire, ça ne sera pas de bonne qualité. Et donc, c'est essentiel de savoir quelle est la variété qui est adaptée à un terroir et si l'huile qu'elle va produire est bonne ou pas. D'autant plus qu'il y a des appellations, des labellisations, AOP, AOC, AOC, AOP, pour aller dans le même sens, mais je vous en parlerai après. Et cette labellisation, elle va, dans le cahier des charges, indiquer les variétés qui peuvent rentrer dans l'appellation. Donc il est impératif, lorsque l'on plante ou lorsque l'on a des oliviers, si on veut rentrer dans l'appellation, de connaître les variétés dans lesquelles l'oliveraie est plantée. Alors, il y a différentes façons, je vais vous montrer, de reconnaître les arbres, mais en général, ça ne suffit pas. Hein, il faut vraiment être spécialiste. Voilà 3 arbres. Ça, c'est les Koroneiki, pris en Grèce. L'arbre était d'ailleurs très chargé d'oliviers. Vous voyez que les branches sont en train de plier. Ça, c'était pris en Tunisie, dans le Sahel. Et ça a été pris dans les Alpes de Haute-Provence. Vous voyez, rien qu'à l'œil, que vous voyez que ce sont des variétés différentes. Hein, il n'y a pas besoin de faire de grands discours. Vous voyez que le port, là, est différent. Et les couleurs, bon, on le voit peut-être pas très bien avec l'écran et le vidéo, mais on voit que les couleurs sont différentes. Donc déjà, c'est un indice. Après, il y a un autre indice, c'est de regarder les feuilles. Voilà, par exemple, une feuille que l'on dit épinastique, parce que vous voyez que sa courbure est à l'intérieur de la feuille. Elle est comme ceci. Et donc, cette variété colombale fait des feuilles qui sont comme ceci. Donc, c'est assez facile à reconnaître quand on a un petit peu d'expérience. Puis on a l'inverse, c'est-à-dire la boube. C'est une variété dont les feuilles sont hyponastiques, c'est-à-dire qu'au lieu d'être comme ça, elles sont dans l'autre sens. Hein, vous voyez, elles sont incurvées dans l'autre sens. Et puis, vous avez la tanche qui est plane et hélicoïdale. Vous avez une feuille qui est assez large, qui se vrille et qui est plane et hélicoïdale. Donc ça, ce sont des éléments qui permettent de reconnaître des variétés. Ce n'est pas suffisant. Alors, il y a les variétés d'olives, elles ont des formes et des couleurs différentes. Alors, regardons la forme. Ici, cette colombale dont je vous ai parlé, eh bien, elle a une forme et une couleur caractéristiques, mais surtout, il y a ici un mamelon qui est caractéristique de l'olive, parce qu'il n'y a pas beaucoup de variétés qui ont cette caractéristique-là. Donc, en ayant un système un petit peu expert, tout de suite, on peut le classer dans des olives qui ont cette conformation, cette morphologie.
Là, vous avez la Salonninque. La Salonninque, c'est une olive qui est très répandue dans la vallée des Baux et dans la région d'Aix-en-Provence. Elle est facile à reconnaître. C'est avec celle-là que l'on fait des olives cassées. Hein, les olives cassées, on ne les fait pas avec n'importe quelle olive. Autrement, vous allez avoir quelque chose qui ne sera pas extraordinaire. Les olives cassées, elles se font soit avec ça, soit avec de la glando. Et elle est facile à reconnaître parce que vous voyez qu'elle a une forme de poire. Il y a une côte là, je ne sais pas si vous la voyez bien. Il y a une côte ici et elle est bosselée. C'est la seule qui est comme ça. Donc c'est facile. Et à l'université, où avec mon ami Roussos, nous avons identifié un certain nombre de variétés, on en a découvert qui étaient là depuis des temps relativement importants. La boube. Donc la boube, ben, vous voyez que c'est une olive qui est ovoïde, hein, et que ça n'a rien à voir avec ça, ça n'a rien à voir avec ça. Donc le fruit, pour reconnaître une variété, c'est très important. Et donc très souvent, on me dit « Ah, tu ne peux pas voir cet olivier, ce que c'est ?» Je dis « J'en sais rien. Il faudrait déjà que tu me dises de venir quand il y a des olives. Ça serait déjà plus simple. Hein. » Mais ça reste compliqué. Voilà une variété qui m'est chère, puisque c'est celle que j'ai plantée, qui peut donner, quand il y a des olives, ce qui n'est pas le cas cette année, de très bonne huile. C'est la seule variété qui fait, de temps en temps, hein, une olive en bout de rameau. Hein. C'est la seule variété. Donc là, on ne peut pas se tromper. Ce qu'il y a dans mon champ d'olivier, s'il y a 3 cas comme ça, c'est le maximum, hein, ce n'est pas général. Mais quand on voit ça, on sait que c'est un bouteillon. Et ici, alors c'est une variété qui est très peu répandue. On l'appelle pontifex, vous voyez pourquoi, hein, puisque cette variété a la caractéristique d'avoir cette rainure qui est ici. Donc là encore, possibilité d'identifier par la forme des olives. Et puis, il y a la couleur. Voilà une très belle olive du Var, qui est le Caillé rouge. Vous voyez que ce rouge-là, il est différent de ce que l'on a vu jusqu'à présent, et différent de ce que je vous montre ici. La petite violette, la grosse lotte, la rougette de l'Ardèche, le filaire noir. C'est une des, dans les Alpes de Haute-Provence, c'est probablement la variété la plus ancienne, qui date des siècles et des siècles, puisqu'il y a un de mes amis qui a fait une étude là-dessus et qui a montré que c'était répandu dans les Alpes de Haute-Provence. Alors, elle a presque disparu. Pourquoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'elle donne de l'huile de mauvaise qualité. Donc les gens ont surgreffé pour pouvoir greffer des variétés qui étaient intéressantes au niveau de l'huile. La dorée, très jolie, j'aime beaucoup cette photo. Le grappier, parce qu'en général, les olives grappiers sont en grappe. Et puis une dernière d'Italie, qui est le Cocarpa, qui est une olive qui est blanche. Donc tout ça, ce sont des indices pour essayer de déterminer les variétés d'oliviers. Alors là-dessus, ce sont des noyaux d'olive. Nous avons travaillé, nous avons publié dans les revues internationales sur les noyaux. On a un système de prise de photos, de mesure de paramètres. On mesure 106 paramètres là-dessus. Alors vous voyez que, par exemple, si vous prenez la Luc, vous voyez que cette olive est en forme de croissant de lune, alors que si vous prenez le bouteillant dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, ça n'a rien à voir. Donc les noyaux sont caractéristiques de la variété. Vous avez ici dans le caïtier, c'est la petite olive de Nice. Vous voyez ici, il y a un petit bout pointu, ça s'appelle un mucron. Hein, et ce mucron, il est caractéristique, parce qu'il y en a d'autres, là, il y en a dans les gros sânes. Il n'y en a plus? C'est la même échelle pour les noyaux? Je ne pourrais pas vous le certifier. Hein, parce que c'est difficile à prendre. Voilà. Donc vous voyez que les mucrons, il y en a de différents, il y en a où il n'y en a pas, ou très peu. Donc c'est un moyen de reconnaître les olives. Un bel olivier. Alors on passe à un autre petit paragraphe, production mondiale des huiles végétales. Bon, les huiles végétales, c'est l'huile de palme, le soja, le colza et le tournesol qui sont les principales huiles qui sont consommées, qui sont produites. Vous voyez que l'olive, là on est en millions de tonnes, hein. On est à 3,4 millions de tonnes en moyenne, parce que ça varie. Vous voyez donc que l'olive ne représente pas grand-chose par rapport à la production d'huile végétale mondiale. Si j'avais fait le même graphique
mais en valeur, l'olive serait dominante, puisque l'huile d'olive, c'est de loin la plus chère de celles qui sont indiquées ici. Les principaux pays producteurs, ben, l'Union européenne. L'Union européenne, le principal dans l'Union européenne, c'est l'Espagne. Ensuite, Italie et Grèce. La France ne représente quasiment rien au niveau de la production. C'est totalement anecdotique. Et puis vous avez les pays du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie, et puis la Turquie, Syrie. Alors, par exemple, la Tunisie, cette année-là, c'était 2018-2019, c'était 120 000 tonnes. Or, d'habitude, la Tunisie, c'est 240 000 tonnes. Parce que l'olivier est un arbre qui alterne beaucoup, qui a des productions qui ne sont pas régulières, et donc on ne peut pas se fier à ça sur une année, il faudrait le faire sur plusieurs années. C'était simplement pour donner une indication, et c'est l'Union européenne, avec 3 pays, qui écrase le reste des producteurs. Il y a un pays qui monte en puissance, c'est le Maroc à l'heure actuelle, et un petit peu l'Algérie. Alors, au niveau de la France, bon, la France, c'est à peu près 5 000 tonnes, hein, c'est pas grand-chose. C'est la région PACA, région sud, PACA, qui est la principale productrice. L'Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, soyez pas étonnés, parce que la région de Nyons est comptée dans Auvergne-Rhône-Alpes et la Corse. Et si on regarde au niveau des départements, ben c'est les Bouches-du-Rhône qui est le département le plus producteur. Ensuite, vous avez le Var, le Vaucluse, le Gard et la Drôme. Puis le reste, c'est assez, là encore, anecdotique. Donc ce sont les Bouches-du-Rhône qui sont les principaux producteurs, avec notamment 2 AOP, l'AOP d'Aix-en-Provence et l'AOP des Vallées des Baux-de-Provence, qui représentent les AOP en France. Il y en a 8, je vais vous le dire dans un instant, enfin 7 et demi. Ça représente à peu près 30% de la production et des ventes. Alors, si on regarde la production de l'huile d'olive, la consommation de l'huile d'olive au niveau français, bon, là on est en 94, là il n'est pas actualisé, je n'ai pas trouvé c'est 2016, bon peu importe, on est toujours à peu près à 120 000 tonnes. Donc voilà ce que l'on consomme en France. Et voilà ce que l'on produit. Donc c'est 5 000 tonnes. Alors vous allez dire, ben, c'est simple, on va planter des oliviers. Bon, sauf qu'il ne faut pas oublier le prix. Là, ici, on est à l'heure actuelle en litre. Hein, on est à peu près entre 20 et 25 euros le litre. Là, on est entre 4 et 6 euros le litre. Donc vous comprenez très bien que malheureusement, on ne peut pas combler ceci parce que ça serait trop beau et tout le monde se mettrait à planter des oliviers. Donc 120 000 tonnes. Hein, 120 000 tonnes, ça correspond à l'huile que nous consommons pour faire de la salade et autres, et l'huile de ce qu'on appelle l'huile de couverture, c'est-à-dire l'huile que l'on met dans les conserves, etc., les sardines et autres. Alors, ces principales variétés, je vous l'ai dit un petit peu, la tanche, si on la plante ici, ben, ça ne marchera pas. Elles sont inféodées à un terroir. Alors, je vous ai donné ici les principales variétés. Le caïtier, c'est la petite olive de Nice. Dans le Var, vous avez le Caillon et le Bouteillant. Dans les Alpes de Haute-Provence, vous avez Salonin, Grossanne, Aglando. L'Aglando, il est dans dans Haute-Provence, mais là, c'est dans les Bouches-du-Rhône. La Tanche dans le Nioncé, la Rougette de l'Ardèche, la Picholine du Gard, la Verdale de l'Hérault, la Luc dont je vous ai parlé, la Picholine qu'on retrouve un petit peu partout. Maintenant, la Picholine, on en trouve un petit peu partout. Notamment lorsqu'il y a eu le grand gel de 56, on a beaucoup replanté en picholine. Et c'est un arbre qui est assez ubiquiste, c'est-à-dire qu'on peut arriver à le trouver partout et il s'adapte bien. On en trouve dans le Maghreb aussi. Ne pas confondre avec la picholine du Maroc, qui n'a rien à voir au niveau variété. Ça, c'est la picholine du Languedoc. Picholine et l'olivière, qui est une variété intéressante, dont je vais vous parler dans un instant. Alors, vous avez compris qu'il y a une forte analogie entre le cultivar, hein, c'est-à-dire la variété, et puis les cépages. Et d'ailleurs, très souvent, on trouve des oliviers dans les champs, notamment en périphérie, c'était fait avant comme ça, des vignes et des champs de vignes. Alors, quelles sont les principales variétés françaises? On va les voir ici. Donc l'Aglando,
qui va donner une très bonne huile. Le cailletier, qui est surtout cultivé pour les petites olives de table, mais dans les écarts de triage ou quand il y en a trop, enfin il n'y en a pas trop, mais pour les écarts de triage, on fait de l'huile. La Salonninque dans les Bouches-du-Rhône, la Tanche dans le Noncé, la Picholine dans le Gard, le Caillon dans le Var, le Bouteillon dans le Var, la Grossane dans les Bouches-du-Rhône et puis le d'hiver. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'Aglando, c'est une très bonne variété pour donner de l'huile. Alors je vous montre les photos ici. L'Aglando, ça a été pris dans les Alpes de Haute-Provence. Et dans les Alpes de Haute-Provence, elle a cette teinte-là qui n'est pas toujours celle qu'on trouve dans les Bouches-du-Rhône. Là, vous avez le cailletier, donc la petite olive de Lys, qui a un très gros noyau. La Salonninque, dont je vous ai parlé, vous voyez, la forme de poire, bosselée. La Tanche, qui est ovoïde, qui est une belle olive, qui est la meilleure olive noire de France. La Picholine, très bonne olive verte, qui donne des huiles très, très amères et très ardentes. Il faut attendre, qui ont des arômes de prune, et il faut attendre le mois de fin novembre, décembre, pour que ça ne soit pas trop ardent ou piquant, ou alors qui sert de l'huile à couper des huiles douces. Là, vous avez le Caillon, qui est un excellent pollinisateur, parce qu'il faut que les arbres soient pollinisés. Il y en a qui sont auto-fertiles et d'autres qui sont stériles, notamment la Luc, notamment la Tanche. Il faut qu'il y ait des pollinisateurs, c'est-à-dire que des arbres de variétés différentes qui vont être capables de les polliniser. Si vous plantez un champ de Tanche sans pollinisateur et suffisamment loin d'autres champs, eh bien vous n'aurez pas de récolte. C'est ce qui s'est passé, ce qui m'a été rapporté pour un champ de Luc qui est mal stérile, comme la Nionce et comme l'olivière. Le Bouteillant, c'est une belle olive aussi, ça c'était dans mes oliviers. Et ça, c'est la Grossane. C'est une olive qu'on trouve dans la vallée des Baux et qui est intéressante parce qu'elle a des arômes d'agrumes. Elle fait partie de l'AOP. Alors, il s'est créé des appellations, des labellisations au niveau des huiles. Alors, l'AOC, c'est uniquement français. Et puis, lorsqu'il y a eu l'Europe peut donner des agréments, et cet agrément va transformer l'AOC en AOP. Les textes qui régissent l'AOC sont les mêmes que celles qui régissent l'AOP. C'est simplement, ça c'est un label européen, ça c'est un label national. Alors, c'est très contraignant, mais la contrainte fait que les producteurs vont avoir une valorisation d'à peu près 20% de leur production. Donc tous n'y adhèrent pas, et ceux qui adhèrent doivent subir un cahier des charges dans lequel il va falloir définir un lieu de production et de transformation. C'est-à-dire quand vous avez une AOP Vallée des Baux, ça doit être produit avec des variétés qui ont été indiquées dans le cahier des charges et dans le périmètre de la Vallée des Baux. Il va falloir que vos vergers, c'est pour ça que j'ai insisté sur l'importance des variétés. Il faut que vos vergers soient identifiés. Est-ce que vous avez bien les variétés qui rentrent dans l'AOP? Et donc ça, c'est les experts qui vont pouvoir faire le travail. Ensuite, il faut que ces variétés elles soient définies et qu'il y ait des proportions. Par exemple, dans Vallée des Baux, vous avez 4 variétés principales. Les variétés principales, c'est l'Aglando, la Salonninque, la Grossane et la Verdale des Bouches-du-Rhône. Donc, vous avez le droit d'en mélanger les 4, mais il faut qu'il y en ait au moins 2. Et puis après, vous avez des variétés secondaires. Et tout ça, une partie de notre travail, ça a été au laboratoire d'essayer de trouver justement qu'il y a bien les bonnes variétés à l'intérieur. J'en dirai 2 mots tout à l'heure. On va définir un rendement, c'est-à-dire que c'est comme par exemple pour la vin de Bandol, vous n'avez pas le droit, dans le vin de Bandol, je crois que c'est 40 hecto-hectares. Là, vous n'avez pas le droit je ne sais pas quel est le rendement maximum, puisqu'il y a plusieurs AOP, mais vous n'avez pas le droit de dépasser un certain tonnage. La début de la récolte est donné par le préfet. C'est lui qui dit « vous pouvez y aller », en général en accord avec la profession. Ensuite, parce que s'il le décrète au mois de janvier, il n'aura pas de grand succès. Un certificat d'agrément, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'huile, quand elle est produite, elle va passer devant un jury
qui va dire oui, elle respecte la typicité de l'AOP ou non, elle ne respecte pas la typicité de l'AOP. Et puis, vous avez un étiquetage très compliqué qui doit être respecté. Et quand je vois les étiquetages qu'il peut y avoir, il n'y en a pas beaucoup qui sont dans la légalité. Mais ça, c'est un autre problème. Alors, les AOP ou AOC, alors il y en a 7 AOP et une AOC. Cette AOC vient d'être très récemment transformée en AOP. Alors, la première, c'est Nyons. Nyons, c'est ici. Ensuite, Vallée des Baux-de-Provence. C'est ce qui est en bleu ici. Ensuite, Aix-en-Provence. Haute-Provence. AOP Aix-en-Provence, je vous en ai parlé. AOP Nice. AOP Corse. AOP Nîmes, qui est ici. Et AOC Provence. Alors AOC Provence, c'est une AOC qui a posé des problèmes et qui englobe tout ceci. Alors vous ne le répéterez pas, mais c'est qu'il n'y a pas de typicité. Or, il faut qu'une AOP ait une typicité. Ça a été fait parce que les Varois n'avaient pas d'AOP. Parce que les Varois, il y a beaucoup de variétés qui sont très intéressantes, mais il n'y a pas de typicité. Donc pour qu'ils aient un label, ben on a englobé tout ça. Donc l'Europe, quand on lui a présenté le dossier AOC Provence, joli nom, il a dit, eh bien, attendez, moi je ne suis pas d'accord parce qu'il n'y a pas de typicité. Si bien qu'à l'heure actuelle, la profession a revu sa copie, j'y ai un petit peu participé. Maintenant, il y a une variété, la Glando, dont je vous ai déjà parlé, qui doit être au minimum à 25 ou 30%. Le texte n'est pas encore sorti, mais ça vient d'être accepté, d'après ce que j'ai entendu. Et donc ça va être transformé en AOP, à condition qu'il y ait 25 ou 30%, je ne connais pas exactement ce que l'Europe a retenu, dans l'huile. Ce qui veut dire qu'il va falloir que les analystes, eh bien, ils arrivent à le retrouver. Donc ça va nous donner du travail, ce qui est très bien. Puis il y en a une qui est en train de se créer, c'est celle avec l'olivière. Si vous vous souvenez, ici, il y avait l'olivière. Et l'olivière, c'est une variété, c'est une seule variété. Et donc, ça va pouvoir donner une typicité, notamment au niveau des arômes de tomates. Ça, c'est pas loin d'ici, c'est de la Cayenne. C'est dans les Bouches-du-Rhône. Alors, parlons un petit peu des ravageurs. Vous voyez, je vous ai dit que j'allais vous faire voyager dans tout le domaine. Alors, il y a beaucoup de ravageurs. Je vais en citer que quelques-uns et un peu insister dessus. Bon, la mouche de l'olive, bon, c'est notre principal ennemi. Bon, il y a de la cochenille. Alors, il y a ce à quoi il s'attaque. Hein. Ça, la mouche, c'est les olives. La cochenille, c'est branchiolin. La teigne aussi, le psylle, le pyrale du jasmin. Bon, donc je ne peux pas rentrer dans les détails. Si un jour je reviens, je peux vous faire une séance que là-dessus. Et j'ai la matière. Alors voilà cette cochonnerie, pour ne pas dire autre chose, qui est Bactrocera oleae. Donc c'est une mouche qui est inféodée à l'olive. Cette mouche, elle a ici un triangle blanc sur le torse, sur le dos, et elle a deux petites taches noires qui sont ici. Ça, c'est un mâle. La femelle a ici un dard qui va lui permettre de percer l'olive et de pondre des œufs. Il y a 4 à 5 générations par an de cette mouche. Ça commence à peu près fin juin et ça finit quand on ramasse les olives. Chaque mouche pond 200 œufs. Pardon. Si c'était les olives, je serais heureux. Lapsus révélateur. C'est mon ennemi, ça. 200. Donc chaque mouche, 200. 200 multiplié par 4 ou 5 générations. Vous voyez que si on n'arrive pas à traiter, et comme on nous a enlevé tous les insecticides, puisque les agriculteurs sont des grands méchants, eh bien, il faut trouver des moyens d'arriver à lutter contre cet animal. Alors je vais vous en montrer un autre. Vous voyez, ça c'était chez moi. Et j'ai eu la chance de pouvoir la prendre en train de sortir de l'olive. Et elle est sortie, alors après elle va changer de couleur. Inutile de vous dire qu'elle n'a pas vécu longtemps. Alors, les champignons. Alors, les champignons, œil de paon, dalmaticose, c'est une maladie qui a apparu dans le Var. J'étais un des premiers touchés.
qui est apparu dans le Var il y a à peu près 7-8 ans. Cercosporiose, ça se développe, c'est un champignon aussi, la verticillose. Alors l'œil de paon, ben, sur les feuilles, vous allez avoir apparaître des cercles qui sont bordés de bleu, et au centre c'est jaune. Voilà. La photo n'est pas, il faut que je la change, elle n'est pas extraordinaire. Alors s'il y a une feuille, c'est pas grave. Le problème, c'est que l'année dernière, par exemple, ce champignon, cet œil de paon, il a défolié des quantités énormes d'oliviers. J'ai visité à Saint-Martin-de-Crau une exploitation. Il n'y avait plus une feuille sur les arbres. S'il n'y a plus de feuilles, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a plus de photosynthèse, il n'y a plus de pousses, et donc la récolte de l'année suivante va être, je ne trouve pas le terme, aidez-moi, compromise, merci. Voilà, donc ça c'est une cochonnerie. Traitement, bouillie bordelaise ou sel de cuivre, mais les doses doivent être limitées parce que c'est quand même un métal lourd qui est toxique. Mais il n'y a pas d'autre moyen de lutter. Si on nous enlève le sulfate de cuivre, il n'y a plus d'olivier. Voilà, c'est réglé. Alors, tuberculose, ça je ne vous en parlerai pas. Et puis ça, Xylella fastidiosa, vous en avez peut-être entendu parler. J'ai eu la chance, parce que j'ai de la famille dans les Pouilles, d'y aller il y a 2 ans. C'est la bactérie qui tue les oliviers. Alors ça, ce n'est pas mes photos, je vais vous montrer après une photo que j'ai faite. Donc ça, c'était en 2013. Donc vous voyez cet arbre, si vous regardez bien ici, les houppiers sont attaqués par la bactérie. La bactérie bouche les canaux, je fais rapide, hein, crée un biofilm qui bouche les canaux et qui va tuer l'arbre en 3 ans. Donc 3 ans plus tard, voilà l'arbre. C'est le même. C'est des millions d'arbres morts comme ça dans les Pouilles. Bon. Vous voyez, c'est exactement le même champ. Ça, cet arbre, c'est celui-là. Hein. Mais ce qui est derrière, c'est tout mort. On a l'impression que ça a été bombardé. Alors, dans les Pouilles, là où j'étais, il y a 2 variétés. Vous voyez l'importance des variétés. C'est Oliarola salantina et Selina dinardo. Et puis, il y a aussi Coratina, qui est une superbe variété qui donne une huile de très grande qualité pour les gens qui aiment des huiles ardentes et amères. Ben ça, tout ça, c'est tout mort. Hein. Alors que ça donnait des très bonnes huiles. Les Pouilles, c'était un des principaux producteurs d'Italie avec de très bonnes huiles. Alors, j'ai eu la chance d'aller à 500 mètres de l'endroit où est partie la maladie. La maladie, elle vient, on est à peu près sûr, elle vient du Costa Rica. La bactérie était sur des caféiers d'ornement. Ces caféiers d'ornement, ils sont partis en Hollande, et la Hollande les a envoyés en Italie, dans un pépiniériste qui se trouve à 500 mètres de là. Et donc, quand j'y suis allé, le soir est tombé, c'était très impressionnant, parce que, bon, là, la photo ne représente pas la catastrophe, mais vous voyez tous ces arbres, quand vous voyez ils ont essayé de les sauver en les taillant, en les coupant, etc. Quand j'y suis allé, c'était interdit d'y toucher. Hein, et vous n'avez pas le droit d'y toucher. Oui, bon, je pourrais vous raconter, mais ça serait trop long. Les chercheurs qui ont travaillé là-dessus, ils ont été emmenés à la police parce qu'on avait dit que c'était eux qui avaient mis la maladie. Hein, voilà. Et alors, il y a un espoir, c'est lui. Lui, c'est une variété qui s'appelle Lecchino. Et Lecchino, il n'est pas sensible à la bactérie. Malheureusement, beaucoup de variétés sont sensibles à la bactérie. Et à l'heure actuelle, je crois qu'ils ont, d'après les informations que j'ai eues, ils ont le droit de replanter, notamment cette variété. Je regrette qu'en France, on ne se bouge pas suffisamment pour aller planter à l'endroit où il y a la bactérie qui est véhiculée par un insecte, le Cercops des prés, d'aller planter nos variétés principales pour savoir si elles sont tolérantes ou pas à la bactérie. Il y a eu une attaque dans les Alpes-Maritimes il n'y a pas très longtemps. J'espère que ça ne viendra pas, parce qu'autrement, on est très mal. On passe à autre chose, le cahier rouge, une jolie photo de cahier rouge. Ah, ça, je vais un peu m'arrêter 2 secondes. Donc là, vous avez ici les étapes de floraison, donc mai-juin. Sclérification, c'est le durcissement du noyau.
juillet et août. La véraison, changement de couleur. Et l'olivaison, donc à partir du mois d'octobre. Alors, je voudrais vous insister là-dessus. Les olives ne viennent que sur le bois qui a poussé l'année précédente. C'est-à-dire que ces olives qui étaient là, ben, c'est l'année précédente. Ça, c'est la pousse de l'année. Et ça, c'est l'année précédente. Cette partie-là, elle a fructifié une fois, elle ne fructifiera plus jamais. La fructification, elle viendra ici. Alors, vous voyez l'importance de la taille. Si vous coupez ici, vous avez compris ce qui se passe, il n'y a plus de récolte. Donc, la taille, c'est un compromis. Qu'est-ce que j'admets de perdre et qu'est-ce que je conserve pour pouvoir avoir de la récolte? Parce que, donc, si vous coupez ici, ben, l'arbre repartira, puis ça va prendre 2 ans. Donc, ici, ça ne fructifiera plus, et ici, ça va fructifier. Et très souvent, ce qui se passe, quand c'est en bout de rameau, comme ça, le rameau, il fait ça. Hop, il y a des rejets qui partent, vous coupez ici, et à ce moment-là, ça repart, comme ça. Donc ça, c'est important à savoir pour tailler un olivier, quand on veut avoir de la récolte. Alors, vous savez tous ce que c'est qu'une olive. Il y a la peau, l'épicarpe, le mésocarpe, la pulpe, l'endocarpe, le noyau, l'amandon, il y a un peu d'albumène ici. Donc vous avez ici la composition moyenne. Bon, ce n'est pas un fruit qui est très oléagineux. Il y a 20 à 25% d'huile, de l'eau, 40 à 50% qu'on appelle des margines, et de la matière solide qu'on appelle des grignons. Si c'est en poids, ben, le mésocarpe, ça représente 70 à 90%, ce qui est quand même bien parce que c'est là où il y a l'huile essentiellement. Il y en a un petit peu dans l'amande. Elle n'a pas la même composition d'ailleurs qu'ici. C'est beaucoup plus riche ici, beaucoup plus énergétique, ce qui est compréhensible lorsque la plantule va germer, lorsqu'il va y avoir démarrage. Et l'endocarpe ici, donc c'est des valeurs qui sont ici, je passe vite. Et dans le mésocarpe, donc dans la pulpe, il y a 20 à 35% d'huile à l'intérieur. Donc vous n'arriverez jamais à avoir de l'huile, 50% d'huile dans une olive. Ça, c'est mon cabanon. Il est beau, hein? Alors, normes et règlements. On va un petit peu insister sur le problème des huiles vierges. Donc les huiles vierges, c'est obtenu du fruit de l'olivier, et uniquement par des procédés mécaniques ou des procédés physiques. Il n'y a pas de produits chimiques qui rentrent dans une huile vierge. Et de façon plus générale, les huiles vierges, parce qu'il y en a d'autres, celles d'amande, celles de noix, etc., c'est uniquement par des procédés mécaniques, procédés physiques. Et ces procédés ne doivent pas modifier l'huile. Bon, il y a la possibilité de faire des lavages, et puis des moyens mécaniques ou naturels, décantation, centrifugation, filtration. Pas de produits chimiques. Alors, pourquoi les huiles vierges sont différentes des huiles alimentaires? Dans ce que vous pouvez consommer tous les jours, si vous ne consommez pas de l'huile d'olive vierge, ben vous allez consommer des huiles raffinées, l'arachide, le colza, le maïs, l'olive, j'y viendrai pour bien faire la différence, soja, le tournesol. Donc là, ce sont des huiles qui sont extraites par des graines, par des solvants organiques. Puis ces solvants organiques, puis d'autres traitements, ça va modifier la composition de l'huile, et donc vous n'avez pas le produit que vous aimeriez avoir vierge, c'est-à-dire qui n'a pas subi de modification par de la chimie. Puis de l'autre côté, vous avez les huiles vierges, ben, il y a l'amande, la noix, l'olive. Vous pouvez avoir du tournesol vierge. À ce moment-là, on n'utilise pas de solvant, on fait de la presse. On fait de l'extraction par des moyens physiques. Donc, procédé physique uniquement et pas de modification de la composition chimique. Alors, pourquoi j'ai mis aussi olive ici? Parce que les grignons dont je vous ai parlé tout à l'heure, quand on va extraire l'huile, il reste de l'huile dans les grignons et on va l'extraire par des solvants. Et à ce moment-là, on va obtenir de l'huile d'olive. Quand vous voyez sur une étiquette huile d'olive, c'est pas un produit, c'est un produit bas de gamme, c'est un sous-produit. Le bon produit, c'est quand il y a marqué vierge. D'accord? Bon. Parce que je vois que tout le monde... Alors les olives, ça va au moulin. Au moulin, on va les triturer. Bon, qu'est-ce que dans l'ordre de la trituration, on va obtenir les margines. C'est l'eau qu'il y a contenue dans les olives. Puis dans la trituration, on va obtenir de l'huile, je vais y revenir, c'est important, et des grignons. Alors ici,
suivant la qualité de la matière, c'est-à-dire la qualité des olives, suivant le temps qu'elles vont attendre avant d'être triturées. Pour faire une très bonne huile, on ramasse et dans les 4 heures ou dans les 8 heures, 12 heures, on les triture et on les passe au moulin. À ce moment-là, on a une huile d'olive vierge extra. Ça, c'est déterminé par des caractéristiques physico-chimiques et par une dégustation. Ensuite, il y a les huiles vierges. Ben, c'est un petit peu moins bien. Il y a quelques défauts. Là, il n'y a pas du tout de défauts. Et puis, il y a les huiles lampantes. Pourquoi lampantes? Ben, parce qu'avant, c'était les huiles qu'on mettait dans les lampes à huile. Bon, effectivement, on n'utilise plus tellement de lampes à huile. Ça reviendra peut-être. Hein. Si vous en avez chez vous, gardez-les. Et cette huile lampante, elle va au raffinage. Donc, on a les huiles raffinées. Ça, on ne peut pas le consommer, ça. On n'a pas le droit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter à de l'huile raffinée, qui a perdu sa couleur, qui a perdu tous les produits intéressants, on va lui rajouter de l'huile d'olive généralement vierge ou vierge extra, quand on est très riche, et on va obtenir de l'huile d'olive. Mais vous voyez que l'huile d'olive dont je vous parlais tout à l'heure, c'est une huile qui a été raffinée. Une partie a été raffinée. Hein. Donc c'est un produit bas de gamme. On en trouve très peu en France, on en trouve pas mal en Espagne, hein. On trouve dans le Maghreb, mais en France, cette opération-là, elle ne se fait plus. Puis alors, vous avez les grignons, mais dans les grignons, il y a de l'huile, il y a 7 à 8% à peu près. Donc on extrait par un solvant, on obtient de l'huile de grignon brute. On n'a toujours pas le droit de la consommer. Hein. Donc on va la raffiner, on va obtenir de l'huile de grignon raffinée. Et comme elle a perdu tous ses produits intéressants, on va aller rajouter l'huile d'olive vierge pour lui amener de la couleur, des antioxydants, etc. Et on obtient de l'huile de grignon d'olive. Voilà. Alors, il y a encore une catégorie qui est la vierge courante, qui existe en dehors de l'Europe, qui se situe ici, entre celle-là et celle-là, au niveau des caractéristiques. Je l'ai seulement nommée pour mémoire, pour que l'exposé soit complet. Alors, les caractéristiques chimiques et organoleptiques sont définies par le Conseil oléicole international qui est à Madrid, qui a été créé à l'origine par un Français et qui maintenant est dirigé, je crois, par un Marocain. Il y a eu un Français, il y a eu X nationalités. Donc c'est lui qui va donner les normes, hein, qui va établir des normes et qui va établir les normes tant à la fois chimiques qu'organoleptiques. Puis après, vous avez l'Union européenne. Bon, la Commission européenne, elle se contente, alors c'est le règlement 2568-91 qui a été modifié au moins plus de 30 fois, qui reprend les travaux du Conseil oléicole international. Et puis, vous avez le Codex Alimentarius. Il y a un certain nombre de pays qui se basent sur les normes du Codex Alimentarius. Une olivière, alors vous voyez, c'est une des olives qui a un mamelon ici. Il n'y en a pas beaucoup. Une belle olive. Alors, les moulins, pour faire de l'huile, on va au moulin. Donc, ce moulin, eh bien, il y a 2 systèmes de production. La pression, qui est le système ancien, discontinu. Et puis, vous avez un système qui est le système continu, extraction. Bon, celui-ci tend à disparaître. Pourquoi? Parce que ça demande beaucoup de main-d'œuvre, parce que l'hygiène n'est pas extraordinaire, parce qu'on utilise des scourtins, qu'on empile, on met du broyat d'olive, on broie la totalité de l'olive entre les scourtins, il y en a à peu près 200, on presse le tout, il sort de l'eau et de l'huile, et on récupère l'huile. C'est pas terrible. Alors, maintenant, c'est de l'extraction, pratiquement... Tous les moulins, pratiquement tous, ont ce système-là. C'est un système continu. On met les olives au départ et on sort l'huile à la sortie. Alors, pour vous retrouver, l'étiquetage peut mentionner première pression à froid. Hein? Toutes les huiles à l'heure actuelle sont première pression à froid. Toutes. Hein? Donc on pourrait très bien le supprimer, mais comme c'est vendeur, non, première à froid. Hein? Comme c'est vendeur, les gens le laissent. Ils ont le droit. Première pression à froid, ça veut dire que vous avez obtenu l'huile par un système ancien discontinu. Et quand vous avez première extraction à froid, c'est que c'est passé par ici. Voilà. Donc après, vous choisissez en fonction de vos goûts, etc. Mais là, vous avez le moyen de reconnaître le système dans lequel a été fait votre huile. Et l'huile doit être obtenue à une température inférieure à 27 degrés Celsius. Le procédé, qui est le procédé ancien, donc les olives arrivent, elles sont lavées, on les passe... on les broie avec des meules, la totalité de l'olive. Le broyat est mis dans ces espèces de bérets basques qu'on empile les uns sur les autres. On presse, on obtient de l'huile et de l'eau. Et le grignon, le tourteau qui reste ici,
eh bien, il peut servir pour être dishuilé, pour l'alimentation animale, etc., etc. Donc on peut le reprendre pour extraire à l'huile, je vous en ai parlé, l'huile de grignon d'olive, etc. Et après, bon, c'est embouteillé. Alors le système continue, les olives rentrent ici et l'huile va sortir ici. Donc les olives rentrent ici, elles vont être lavées. Une fois qu'elles sont lavées, elles passent dans un broyeur. Et là, il y a un malaxeur. Cette étape-là, qui est l'étape que l'on avait ici, là. Ici, il y a un malaxage. Ça dure à peu près 30-35 minutes. C'est très important, cette étape. Cette étape qui est là, le malaxage, vous avez une vis sans fin qui tourne et qui tourne la pâte, parce qu'il se fait à ce moment-là des réactions enzymatiques qui vont permettre de former les arômes dans l'huile. Donc c'est tout l'art du moulinier de connaître la variété sur laquelle il traite et de mettre le temps qu'il faut pour être à l'optimum des arômes qui vont se développer. Sachant que à ce moment-là, on peut perdre un petit peu en antioxydants. Donc c'est un compromis à avoir. Tout le monde ne maîtrise pas très bien cette affaire-là. Après, cette pâte-là qui a malaxé pour aussi agglomérer les gouttelettes d'huile va passer dans un décanteur. C'est en fait une centrifugeuse horizontale. C'est un peu plus compliqué, mais je simplifie. Et puis, il sort de l'huile qui est chargée un petit peu en eau et en pulpe. Et donc, ça va passer à des centrifugeuses. Quoi qu'il en soit, l'huile qui va sortir, elle va être trouble. Et généralement, les gens aiment bien avoir une huile trouble parce qu'ils se disent « ça, c'est de l'huile de l'année ». Je connais quand même des gens qui sont capables de conserver de l'huile trouble au-delà d'une année. Donc, il faut quand même faire attention. Et donc, vous avez vu, je n'ai jamais parlé de produits chimiques, c'est un pur jus de fruits. Variété bouteillant. Alors, on revient un petit peu à nos olives. On va faire un peu de chimie, parce que autrement, je suis en manque, là. Donc le péricarpe, l'endocarpe, l'amandon. Et le mésocarpe, c'est lui qui nous intéresse, c'est lui qui contient de l'huile. Il contient des triglycérides et il contient des composés mineurs. Toutes les huiles, tournesol, colza, soja, et tout ce que vous voulez, contiennent des triglycérides, à peu près cette quantité-là. Les triglycérides, vous en avez probablement entendu parler. Si votre médecin vous dit « tiens, on va aller faire une petite analyse de sang », on est allé chercher les triglycérides. Bon. Les triglycérides, ils sont de la même famille que ceux qu'on a dans l'huile d'olive, le soja, le colza, etc. Ils sont un peu plus compliqués, il y a un peu plus d'acides gras, un peu d'huile. Mais c'est exactement la même famille. Et l'intérêt, dans l'huile d'olive, non raffinée, l'huile d'olive vierge, c'est qu'il y a des composés mineurs. Et dans ces composés mineurs, il y en a qui sont uniques dans l'huile d'olive, et dont je vais vous parler, qui sont très intéressants au niveau santé. Donc plus de 230 composés. Donc ça donne du boulot aux chimistes, tant mieux. Comme ça, on a de quoi travailler. Alors dans cette bouteille, il y a des triglycérides, 98%. Ces triglycérides, au niveau chimique, ce sont du glycérol et 14 acides gras différents. Alors le glycérol, c'est un peigne à 3 dents. Sur ces 3 dents, vous avez, suivant certaines règles, les acides gras vont venir se fixer. Donc comme il y a plusieurs possibilités, puisqu'il y en a 14, vous allez avoir un grand nombre de triglycérides. Bon. Il n'y a pas besoin d'en savoir plus. Et ces acides gras, j'ai représenté les principaux ici, puis je les ai représentés pour vous dire que ça, c'était des acides gras saturés. Ils ne sont pas très intéressants, parce que notamment au niveau cardiaque, si le cœur s'entoure d'acides gras ou de triglycérides avec des acides gras saturés, ce n'est pas bon. Et puis il y a les acides gras insaturés. Insaturés, ça veut dire que dans la chaîne de carbone, c'est des chaînes carbonées, là il n'y en avait pas, là vous voyez de temps en temps, hop, il y en a 2 de traits. Ça s'appelle une double liaison. Alors ça c'est beaucoup plus intéressant au niveau nutritionnel. Et puis là, il y en a un, mais vous voyez il n'est pas au même endroit. Si vous regardez ici, il y a 7 carbones, il y a CH2 7 fois, donc 7 carbones, 8 et un 9. Et vous voyez qu'il y a 9 carbones avant d'arriver à ces 2 traits. Ça s'appelle un oméga 9. Tous les jours, on vous dit il faut prendre des oméga 3, des oméga 6. Donc je vous explique ce que c'est. Le oméga 7, vous en avez 5, 6 et 7. Vous trouvez la double liaison
ici en 7. Puis il y en a encore plus intéressant, c'est le linoléique, l'oméga 6. Oméga 6, ça veut dire que vous partez du bout de la chaîne, vous comptez 6 carbones, 1, 4 et 1, 5, et un 6, et vous avez la doubliaison. Et puis comme la nature fait toujours la même chose, on sait que l'enchaînement après est toujours le même. Je ne rentre pas dans les détails de la nomenclature. Mais donc ça sera un oméga 6. Et puis là, ça sera un oméga 3, parce que vous voyez, il y a ici la doubliaison, elle est 1, 2, 3 carbones, oméga 3, puis après on a toujours le même enchaînement. Alors pourquoi c'est très intéressant? Parce que ces acides gras, nous ne sommes pas capables de les fabriquer. Donc il faut qu'on en ingère tous les jours. Et ensuite, parce que ce sont des précurseurs de composés très importants pour qu'on se maintienne en bonne santé. Le problème, c'est que ça, ces deux traits, là, on appelle ça les doubliaisons pour les chimistes, c'est que c'est très sensible à l'oxygène. Et comme c'est sensible à l'oxygène, l'huile va vieillir, elle va rancir. Hein, et donc, ce qui n'est pas une bonne chose, ça donne des mauvais goûts. Et donc, la sensibilité à l'oxydation, l'acide oléique, c'est 1, le linoléique, c'est 10, et le linolénique, c'est 100. Prenons les noix. Si vous aimez les noix, moi j'adore les noix. Au bout de quelques temps, la noix, elle devient rance. Pourquoi? Parce qu'elle est très riche dans cet acide gras qui va rancir et qui va donner ce qu'on sent dans l'huile de lin quand on peignit à l'huile de lin. Voilà, c'est pas trop compliqué, ça va? C'est bon? Alors les composés mineurs, ils sont extrêmement intéressants. Vous avez les composés phénoliques. C'est la seule huile courante qui contient des composés phénoliques qui sont des antioxydants puissants. Ils sont d'une part des antioxydants puissants, mais ce sont des composés qui vont donner de l'amertume et de l'ardence, du piquant. Alors généralement, quand on déguste de l'huile, quand on n'est pas habitué, on n'aime pas l'amertume et le piquant. Pourtant, ce qui est bon au niveau cardiovasculaire, c'est ça. Et c'est prouvé que ces composés-là sont des composés qui sont des éléments qui préviennent les maladies cardiovasculaires. Et en plus, donc, ils apportent de l'ardence et de l'amertume. Moi, c'est les huiles que j'aime. Plus c'est ardent, plus c'est piquant, mieux c'est. Sachant qu'on les cuisine après. Après, chlorophylle, phéophytine, ça c'est colorant. Ça c'est intéressant. Vitamine E, tocopherol, antioxydant. Et vitamine K1, c'est important. C'est une vitamine qui permet la coagulation. Hein, ça fait pas très longtemps qu'on travaille dessus au laboratoire. Parce qu'on ne connaît pas bien la quantité qu'il y a dans les huiles françaises. Les composés volatiles qui se forment lors du malaxage, très important quand on sent l'huile. Les acides gras libres, les composés stéroliques, ça c'est important parce qu'à l'intérieur des composés, c'est vrai pour toutes les huiles alimentaires, il y a un stérol qui est l'homologue du cholestérol chez les animaux, qui s'appelle le bêta-cytostérol. Et l'intérêt de ce composé, c'est qu'il mime le cholestérol sans en avoir les inconvénients. D'où les margarines qui sont enrichies en stérol, et notamment en composés qui sont des bêta-cytostérols. Donc si vous consommez de l'huile d'olive, vous avez un apport de bêta-cytostérol important. Des cires, des hydrocarbures, qui sont naturels, hein, ce n'est pas du pétrole, alcool aliphatique et des caroténoïdes. Donc tout ça, c'est l'objet de beaucoup de travaux, c'est tout à fait passionnant. Alors, je vais quand même parler des composés mineurs. Alors, vous avez au niveau des olives ou des feuilles ou des margines, vous avez ces composés-là, qu'on appelle l'oléoropéine. Alors, ce composé, il est hydrophile. Et il y a ce composé-là qui est le même, sauf que ici, vous avez un OH et là, vous ne l'avez pas. Ça, c'est hydrophile. Vous ne pouvez pas le trouver dans l'huile. Par contre, lors du malaxage ou lors de réactions enzymatiques, lors de la biogénèse, la lipogénèse, vous avez ces composés-là qui se forment. Qu'est-ce que c'est? C'est celui-là, moins ici, cette partie-là, qui est un sucre, c'est du glucose. C'est lui qui rend le produit soluble dans l'eau. Dès qu'il n'y est plus, c'est soluble dans l'huile. Et ça va donner l'amertume, voire l'ardence. Même chose ici,
vous perdez le glucose là et vous avez ceci. Alors, il y a un truc que l'on fait régulièrement pour les gens du Nord, quand on arrive et que les olives sont noires, on leur dit, tiens, les olives sont mûres, goûte. Hein, et vous savez ce qui se passe. Hein. Bon, ça nous permet quand même d'avoir une petite revanche sur les nordistes. Alors, l'opérinaglycone, ce qu'on trouve dans l'huile, c'est très amer et très astringent. Bon, malheureusement, on n'aura pas le temps de faire une dégustation, mais peut-être qu'on pourra en faire une un jour, si ça vous intéresse. Ça, c'est astringent. Et celui-ci, il est très ardent, il est très piquant. Ça vous pique la gorge, le Cantal. C'est un anti-inflammatoire aussi puissant que l'ibuprofène. Alors, les composés émetteurs ou composés volatiles. Donc voilà, ça, c'est les composés volatiles d'une huile. Vous voyez qu'on a du boulot au niveau de la chimie pour identifier tout ça. Puis, ce n'est pas parce qu'il y a un pic qu'on va avoir un seul produit. Il peut y en avoir plusieurs. Là. Hein. Donc tout ça, ça va participer à l'arôme que l'on va sentir lors de la dégustation, soit au niveau nasal, soit au niveau rétronasal. Alors, bon, un certain nombre de ces composés chimiques ont des notes qui sont par exemple d'artichaut. Il y a des huiles qui ont des goûts d'artichaut. C'est dû à ce composé-là et à ce composé-là et à d'autres. Et c'est ceux-là les principaux. D'autres, c'est de la tomate, non, de la pomme, pardon. C'est ce composé-là, notamment dans les Alpes de Haute-Provence, la glandose des Alpes de Haute-Provence. Voilà deux composés qui vont donner ces notes d'artichaut, de pommes, de bananes, de poires, etc., etc. Un bel olivier d'Ardèche. Alors, au niveau des huiles d'olive, il y a une norme, c'est le seul produit agroalimentaire qui nécessite une dégustation pour pouvoir avoir un label, vierge extra ou vierge. Hein. Donc il y a des huiles, des qualités des huiles, il y a des normes, les indices de qualité. Il y a la pureté des huiles, il y a des normes, indices de pureté. Donc tout ça c'est défini par le Conseil agricole international, par l'Union européenne. Et authenticité et traçabilité, il n'y a pas de normes. Nous, on a beaucoup travaillé là-dessus pour justement identifier les variétés, les AOP, etc. Je vais vous montrer un exemple. Alors, analyse d'acides gras. Vous avez les triglycérides, on prend un peu d'huile, on fait une petite réaction de chimiste, on fait une transestérification, c'est-à-dire qu'on fait réagir sur le triglycéride du méthanol, de la potasse, on obtient du glycérol ou glycérine, et on obtient ces composés-là, qui sont les esters méthyliques, qui étaient initialement sur le triglycéride. Puis après, on les analyse. Et une fois qu'on les a analysés, on obtient 14 acides gras et puis un hydrocarbure qui s'appelle le squalène. Le squalène, son nom provient de la première fois il a été identifié au siècle dernier, au début du siècle dernier, par un japonais qui s'appelle Tsujimoto. Et puis il y avait un Français aussi qui l'avait découvert, qui s'appelait Perrin. Et Perrin est parti à la guerre, et il n'a pas publié, et c'est Tsujimoto qui a publié en premier. Donc ce squalène, pourquoi? Parce qu'il a trouvé ça dans le foie de requin, de squale. Donc ça, c'est les analyses qu'on a faites, ça a été l'objet de la thèse de Denis Olivier, que j'ai eu le bonheur et le plaisir de diriger. Et donc, on a publié ça, qui est ce qu'on fait de mieux au niveau analyse à l'heure actuelle. Et vous allez voir ce qu'on va en faire. Ce qu'on en fait, c'est qu'on a créé une banque de données qui est unique au monde, qui a à peu près 4200 échantillons de à peu près 120 ou 130 ou 150 variétés, je ne me souviens plus exactement. Donc, je passe sur les détails. On a construit ce que l'on appelle des morphotypes. Donc là, ici, vous avez les 14 acides gras. Et ici, vous avez les 19 triglycérides. Donc ici, il y a le détail de la façon dont on a travaillé. Donc 4200 échantillons. Les bornes ici, vous avez un 0 qui se trouve ici. Et là, il y a plus 100%. Là, il y a moins 100%. Donc on a créé ça. Et ceci, c'est un mode de représentation qui va nous permettre de visualiser les variétés. Donc ne regardez pas le calcul, regardez seulement ici. Donc vous avez ici une figure qui montre en fait ce que c'est que l'huile d'aglando avec sa composition. Vous avez les bornes, le premier et le troisième quartile, vous avez la médiane qui est ici. Bref, donc vous avez une forme. Et ça, on l'a appliqué à principale variété française. Vous voyez l'aglando, vous venez de le voir. Donc là, il y a eu 138 échantillons. Le caïtier, l'olive de Nice. La salonninque des Bouches-du-Rhône. La tange du Nioncé, la picholine du Gard et l'olivière
des Pyrénées orientales. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'arrivez pas à superposer ceci. Donc lorsqu'on nous donne une huile, on a la même chose pour les AOP, les AOC, pour les huiles étrangères. J'ai beaucoup travaillé avec la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Donc on a tout ça, on les a dans les... Donc on a ces figures-là. Donc on fait une analyse, je vais vous montrer une application, et on voit si c'est bien conforme à ce qui est dit par le producteur ou par le revendeur. Alors, voilà le problème qui nous a été soumis. Donc ça, c'est un... je vous ai déjà montré cette photo, c'est de la Salonink. Voilà, le morphotype de la Salonink, ça c'est ce qu'on a dans la banque de données. On nous fait analyser un échantillon, on nous dit, bon, j'ai un doute, je ne sais pas ce qui se passe. On fait l'analyse, et l'analyse nous donne le tracé rouge qui est ici. Vous voyez que ce tracé rouge, il ne se superpose pas au tracé bleu. Bon, donc on s'est dit, il y a un problème, mais comme on a un petit peu l'habitude, on s'est dit, tiens, ça ressemble à une variété espagnole. Cette variété espagnole, la voilà, ça s'appelle l'arbéquine. Et puis on superpose le tracé rouge de l'analyse que l'on a faite à l'arbéquine, et voilà ce que l'on obtient. Donc dans la bouteille, il n'y avait pas de l'huile de Salonink, mais il y avait de l'huile d'arbéquine. Évidemment, vous avez compris que l'huile d'arbéquine ne vaut pas le prix de celle de Salonink. Donc on a averti la personne, et on lui a dit que c'était pas bien, il ne fallait plus recommencer. La glande d'eau, c'est bientôt fini. Point de fumée, ça touche la vie de tous les jours. Ça vous est probablement arrivé. Vous voulez faire la cuisson, vous mettez de l'huile d'olive dans une poêle, on vous appelle au téléphone, il y a un truc intéressant à la télé, ou il y a un petit qui vous appelle, enfin bref. Et alors, vous allez faire sans le savoir de la chimie. Parce qu'avec la chaleur, votre triglycéride, il va se décomposer en glycérol. Et le glycérol, il va se décomposer en acroléine. L'acroléine, c'est un produit qui va émettre des fumées blanches qui sont éminemment toxiques. Donc, si ça vous arrive, vous arrêtez. Vous arrêtez le gaz si c'est sur le gaz, parce que ça s'enflamme très volontiers, ça. Vous arrêtez, vous laissez refroidir et vous jetez tout. Vous nettoyez, vous recommencez en étant plus attentif, hein, parce que ça, c'est mauvais pour la santé. Alors, la température moyenne d'une friture, c'est 180 degrés. La décomposition de l'huile d'olive, alors on peut faire de la friture à l'huile d'olive. Oui, je vais insister là-dessus, parce que je sais que beaucoup de gens ne savent pas. Moi, je suis vieux, donc je me souviens de passer dans les rues de Marseille, où ça puait l'huile d'olive, c'était infect. C'était de l'huile qui était du fruité noir, avec des arômes épouvantables. Donc on ne faisait plus de friture à l'huile d'olive. Et maintenant, vous avez des huiles qui ont des arômes extrêmement discrets, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez faire de la friture avec de l'huile d'olive, avec une bonne huile d'olive. Et puis, c'est l'huile alimentaire vierge qui est la plus stable. Vous ne pouvez pas le faire avec la noix, vous ne pouvez pas le faire avec l'amande, mais avec l'huile d'olive, vous pouvez faire des fritures. Personnellement, quand je fais des œufs au plat, je les fais toujours à l'huile d'olive, parce que c'est tellement bon que... Voilà. Et puis, vous pouvez faire des pommes de terre sautées à l'huile d'olive. Enfin, c'est bientôt l'heure de manger, je ne veux pas vous mettre... Autre chose, c'est que de temps en temps, quand on a l'huile d'olive, ou la chance d'en avoir un petit peu, quand les oliviers produisent comme moi, je les mets au garage, au froid, etc. Et donc l'huile, on dit en Provence qu'elle fige. Et on sait que l'hiver va arriver, hein, qu'il commence à faire froid. Donc ça, suivant sa composition, parce que les compositions ne sont pas les mêmes, à peu près, hein, selon la composition, ben, c'est 12 degrés, ou ça peut être 10 degrés, ou ça peut être 14 degrés. Donc vous avez ceci. Ne vous inquiétez pas. Ce sont les triglycérides qui ont cristallisé, certains triglycérides. Donc vous prenez votre bouteille, vous la remettez à une température normale, 20 degrés, et la bouteille, c'est la même, hein, je l'ai fait la manip pour vous montrer, et donc vous obtenez ceci. Et ça votre huile, il n'y a pas de problème, vous retrouvez l'aspect initial ainsi que ses qualités. Et pour vous dire, au laboratoire, nous conservons les huiles au congélateur, hein, et si vous pouvez les mettre au congélateur,
c'est encore mieux. Attention que ça ne fasse pas exploser la bouteille, hein, parce que c'est de l'huile, donc comme les verras. Hein, et donc, vous pouvez le mettre. Nous, on a ressorti une huile qui avait 7 ans. Elle était excellente. Elle n'avait pas bougé. Pourquoi? Parce qu'on diminue les cinétiques de réaction. Donc, pas de bouteilles comme ça c'était pour montrer. Des bouteilles opaques ou des fûts en acier en inox. Et pas de minimum d'air. Hein. Pourquoi? Parce qu'en ayant le minimum d'air, l'air qui est là va être consommé par l'huile. Hein. Et puis après, ça ne bougera plus beaucoup si vous êtes à température fraîche et si vous êtes à l'obscurité. Hein. N'achetez pas des bouteilles en plastique transparent. Hein. C'est cochonnerie, ça. Alors ça, c'est pour mon ami Roussos qui est là. C'est chez lui. Comme il a besoin de manœuvre, qui ne paye pas, il m'a demandé de venir. Donc je suis allé ramasser les olives chez lui. Ce n'est pas un montage. En ramassant ces olives, j'ai trouvé ce nid. Et je trouve tellement belle que... alors c'est une variété locale qui s'appelle Manaki, mais en fait c'est du Koroneki. Alors, j'ai bientôt fini, ne vous impatientez pas. Donc vous n'oubliez pas que l'huile d'olive, elle finit toujours dans une assiette. Hein? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il va falloir la déguster. Pour la déguster, vous avez en France 3 jurys officiels, un à Bordeaux à l'ITERG, et un à Marseille à la répression des fraudes, et un à Aix au Centre technique de l'Olivier, où vous avez des jurys agréés par le Conseil olicole international. Il y en a, si mes souvenirs sont bons, 85 dans le monde. Hein. Il n'y en a que 3 en France, parce qu'on n'est pas un gros producteur. Et 8 personnes dans ces box qui vont analyser et rechercher s'il y a des défauts ou pas, pour classer les huiles en vierge extra, vierge d'entente, donc elles sont éliminées, et qui vont après détailler leur fruité, leur amertume et leur ardence, voire des attributs qui sont des attributs analogiques, pommes, tomates, etc. Mais ça, ce n'est pas officiel, hein, mais on le rajoute parce que ça donne la qualité aux huiles. Alors, les huiles sont dégustées dans un verre qui est normalisé au niveau européen, toutes les dimensions. Ce sont des verres qui sont colorés. Et pour ne pas être sensibilisé à la couleur. Hein, la couleur ne doit pas intervenir. Donc on met de l'huile ici, on chauffe les huiles à 28 degrés. Dessus, il y a ce que nous appelons, nous, un verre de monte, c'est-à-dire un petit chapeau. On fait chauffer, et puis là, la dégustatrice commence par sentir. La première chose qui va être faite, l'analyse, ça va être au niveau de l'odorat. Et ensuite, l'huile sera dégustée, on la met dans la bouche, on va ventiler, on va répartir l'huile dans la bouche et on va déterminer l'ardence, l'amertume, le fruité, etc. Alors, il y a 3 grandes catégories de fruités. Il y a le fruité vert, le fruité mûr. Ce fruité vert et ce fruité mûr, c'est, si l'on peut dire, il y a une continuité ici, qui va se faire tout au long du mûrissement du fruit. Le fruité vert, ben, c'est généralement fait avec des olives vertes, c'est ce que j'aime, moi, avec des arômes de feuilles, d'herbes, d'artichauts crus. Et puis petit à petit, au fur et à mesure où l'olive va varier, c'est en général, hein, parce que suivant les variétés, ça peut être différent. Vous allez avoir banane verte, tomate, et puis après, vous allez avoir des arômes de fruits mûrs, hein, qui se trouvent ici. Donc ça, c'est quelque chose de relativement continu. Et puis vous avez une 3e catégorie, c'est le fruité noir. Ce fruité noir, c'est le fruité à l'ancienne. C'est celui que vous avez peut-être goûté, c'est celui que l'on avait avant avec les systèmes discontinus, parce qu'ils ne pouvaient pas travailler les olives très rapidement. Généralement, elles étaient mises dans des je ne trouve pas le terme, pas des galtas, mais au-dessus, c'était mis au-dessus du moulin. Et ça fermentait. Hein, ça fermentait. Ça monte à 60 degrés. Hein, au milieu les olives sont mises en moulon. Hein, les Provençaux comprennent. Et donc on prend la température et c'est à 60 degrés. Maintenant, c'est plus fait comme ça. Enfin, si, c'est encore fait comme ça, mais l'huile est dégueulasse. Je vous le dis tout de suite. Je ne donnerai pas de nom. Mais maintenant, c'est fait comment?
Les olives sont ramassées. Toutes les variétés ne vont pas donner un bon fruité noir. On les met dans des palox, ce sont des cuves, des bacs qui font à peu près 350 kg, qui ne sont pas ajourés et qui sont fermés pour faire une fermentation qui soit anaérobie, le mieux possible. Cette fermentation va permettre, au bout de quelques jours, il y a des abacs qui sont donnés par la profession, de donner des huiles qui sont des huiles qui avaient le goût à l'ancienne, mais de type confiture, champignons, cacao, sous-bois. Il y a à peu près 30% des gens qui aiment cette huile-là. Alors moi, je ne l'aime pas, parce que je ne la digère pas bien. Je ne l'aime pas parce que j'ai le souvenir de ces huiles, quand on passait dans la rue, qui étaient avec des odeurs qui étaient très difficiles. Et je ne l'aime pas parce que tous les produits intéressants, c'est les piquants et les amers, ben, ils n'y sont plus, parce qu'ils sont partis lors de la fermentation. Et donc ça a plus grand intérêt au niveau santé. Hein. Et donc, si vous aimez ça, consommez, il n'y a pas de problème. Mais je vous dis simplement que ce qui est bon, c'est ça. Alors, dans les concours, bon, je fais souvent des concours comme juré, mais je ne suis pas encore très bon, je vais me former un peu mieux. Vous avez des feuilles de dégustation dans lesquelles ici, vous avez des défauts. Donc le défaut de chômé. Chômé, ça veut dire que les olives ne sont pas travaillées. C'est celles qui étaient mises en moulon et qu'on attendait. Donc ça donne des arômes très caractéristiques. Moisi, ben, c'est quand on est en aérobie, à ce moment-là, il se développe des moisissures. Vineux, vinaigre, ben, ça vous savez ce que c'est. Lys, c'est parce qu'il y a des goûts, elles n'ont pas été filtrées. Métallique, ça n'existe plus. Le rance, oui, ça peut exister, etc. Donc ça, c'est des défauts. Une huile d'olive vierge, extra, il ne doit y avoir aucun de ces défauts. Dans l'huile d'olive vierge, il peut y avoir un petit peu de défauts, de certains de ces défauts. C'est normalisé, il y a des valeurs, je ne rentre pas dans les détails. Puis après, il y a les attributs positifs, le fruité, sur une échelle de 0 à 10 qu'on note, l'amertume et le piquant. Et à ce moment-là, une fois qu'on a fait tout ceci, eh on va pouvoir classer l'huile suivant les catégories que je vous indique. Alors voilà les résultats que l'on peut avoir, parce qu'on va avoir j'ai fini. Hein. Il ne faut pas me laisser la parole quand je parle d'olivier. Hein. Donc ça, c'est de l'olivière qui a été dégustée, donc au nez. Donc 74% des gens qui ont dégusté ont trouvé de la tomate avec des intensités, l'amande fraîche, artichaut cru, banane, nez, herbe, feuille, donc c'est le nez. Et en bouche, 79% des notations. La tomate est beaucoup mieux détectée, amande fraîche, artichaut cru, etc. Voilà une feuille de dégustation analogique qu'on peut avoir. L'intensité du fruité, c'est très bon, 5,8. Hein. L'intensité de l'amertume, 3,5 et l'intensité du piquant, 4. Donc l'huile est équilibrée, elle a un bon fruité. C'est très certainement une huile d'olive vierge extra de grande qualité. Et voilà, donc je vous remercie de votre attention. Je n'ai pas voulu vous remercier ici, parce que je ne veux pas dénaturer ce tableau, parce que c'est un tableau et un peintre que j'aime beaucoup. Donc je vous remercie de m'avoir écouté aussi longtemps.